10 animés, isekai sous-cotés, à regarder absolument. Pense à t'abonner pour ne rien rater et laissez un pouce pour soutenir la chaîne. Merci. Numéro 10. Dans un monde où l'invocation des perdus est devenue une technologie sacrée autant qu'un fléau historique, chaque arrivée d'un humain venu du Japon peut annoncer une ère de progrès ou une catastrophe apocalyptique. Les archives du continent mentionnent 4 désastres causés par des pouvoirs incontrôlables, distorsion du temps, effacement de civilisation, altération de la causalité et transformation biologique massive. Les nations ont donc créé une caste secrète, les exécuteurs. Leur rôle n'est pas de protéger les perdus, mais de les éliminer avant que leur pouvoir ne se manifeste. Lorsqu'une jeune fille japonaise apparaît dans un sanctuaire, personne ne sait si elle sera bénédiction ou malédiction. Menou, formé depuis l'enfance à tuer sans laisser de traces, découvre que la nouvelle perdue possède un pouvoir lié à la manipulation de la pure existence, un pouvoir théoriquement impossible à contenir ou sceller. Entre devoir sacré, culpabilité morale et complot politique, Menou doit choisir entre obéir à un ordre millénaire ou affronter la vérité. Le monde qu'elle protège pourrait bien être fondé sur un mensonge. L'isekai devient ici une tragédie sur l'éthique, la manipulation et l'héritage d'une magie trop dangereuse pour être comprise. Le nom de l'anime, c'est The Executioner and Her Way of Life. Numéro 9. Dans un continent où les invocations sont strictement encadrées par des lois ancestrales, 2 aventurières tentent un rituel interdit visant à forcer l'allégeance d'une entité démoniaque. Le cercle magique qu'elles utilisent n'est pas prévu pour la puissance qu'il va capter. Au lieu d'attirer un démon local, il arrache un gamer otaku de son monde, le transportant dans la peau de son avatar ultra puissant. L'erreur du rituel provoque un saut inversé. Au lieu que le démon obéisse aux invocatrices, ce sont elles qui deviennent ses esclaves magiques. Diablo, piégé dans un rôle qu'il ne comprend pas encore, doit naviguer un monde où les races sont en conflit, les guildes corrompues et les seigneurs démons réveillés par des prophéties mal interprétées. Sa simple présence défie les équilibres stratégiques de la région. Un aventurier trop puissant est une menace, une arme politique ou un futur tyran. Forcé de jouer son rôle d'avatar froid et dominateur alors qu'il manque de s'évanouir dès qu'il doit parler à quelqu'un, Diablo transforme chaque contact en affrontement mental. Et pendant que les nations tentent de comprendre l'identité du démon qui vient d'apparaître, lui se débat avec une peur simple, il n'a jamais été aussi seul. L'isekai devient un jeu d'apparence, de pouvoir et de responsabilité qu'il n'a jamais demandé. Le nom de l'anime, c'est How Not to Summon a Demon Lord. Numéro 8. Dans un espace vide semblable à une salle d'attente cosmique, 3 étudiants sont arrachés à la réalité et confrontés à un être à moitié polygonal, incapable d'émotion, qui se présente comme le maillon d'un système supérieur. Il leur explique que leur monde et celui qu'ils vont visiter sont synchronisés à travers une série de simulations. Pourtant, le terme simulation est trompeur. Les habitants du monde parallèle vivent, souffrent et meurent réellement. Lorsqu'ils ouvrent les yeux dans un village assiégé par la famine et les monstres, ils comprennent que leur rôle n'est pas héroïque. Ils sont des variables introduites pour modifier le cours d'événements déterminés. Chaque mission réussie change l'histoire locale, créant des effets réels sur l'équilibre politique du continent. Chaque mort entraîne un retour dans leur monde, mais laisse derrière elle des conséquences permanentes. Yotsuya, le protagoniste, découvre rapidement que ce monde fonctionne selon des lois froides, presque mathématiques. Classe attribuée au hasard, compétences limitées, monstres plus intelligents qu'ils n'en ont l'air, et un game master qui ne révèle jamais ses intentions. L'isekai devient un théâtre moral où le groupe doit apprendre à être stratège, diplomate, soldat, voire manipulateur, car la moindre erreur peut détruire une nation entière. Le nom de l'anime, c'est I'm Standing on a Million Lives. Numéro 7. Dans une cité ruinée par une guerre divine oubliée, un enfant réapparaît soudainement parmi les vestiges d'un temple effondré. Personne n'a invoqué cet enfant, aucune prophétie ne mentionne son arrivée. Pourtant, 3 morts vivants, un guerrier squelette, une prêtresse momifiée et un sorcier fantomatique le recueillent et l'élèvent comme un héritier spirituel. L'enfant,
réincarné sans souvenir précis de son ancienne vie mais hanté par un sentiment de culpabilité, grandit dans un isolement total où chaque enseignement n'est pas seulement technique mais moral. Les divinités locales observent depuis les hauteurs, car la réapparition d'un vivant dans un lieu maudit brise un pacte ancien entre les dieux. Lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, il découvre que son existence perturbe l'équilibre du monde. Il n'aurait jamais dû survivre à cet endroit et sa présence agit comme une balise divine. Ce monde, marqué par des conflits entre dieux de la lumière et dieux de la destruction, voit en lui un élément imprévisible. L'isekai devient un récit initiatique, philosophique et spirituel où chaque choix forge non seulement le destin du héros, mais celui des forces cosmiques qui l'observent. Le nom de l'anime, c'est The Faraway Paladin. Numéro 6. Dans les cieux supérieurs, les divinités sélectionnent des humains capables d'être invoqués pour sauver des mondes classés selon leur taux de destruction. Le monde Gaia Brand affiche un niveau S, synonyme d'extinction imminente. La déesse Restart choisit alors un jeune homme japonais dont les statistiques dépassent toutes les normes. Pourtant, lorsqu'il apparaît dans son sanctuaire, la déesse remarque immédiatement quelque chose d'anormal. Il n'a aucune réaction d'émerveillement, aucune peur, aucune curiosité. Il analyse chaque détail comme s'il avait déjà vécu une invocation. Sa prudence extrême, préparer sans potion, répéter 1000 fois les entraînements, vérifier les pièges inexistants n'est pas un trait comique, mais une réponse traumatique. Dans une vie antérieure, il a déjà été invoqué dans un autre monde et il a échoué. Ce souvenir persiste en fragments. La prudence maladive n'est pas une qualité, c'est un état de survie psychologique. Le monde qu'il doit sauver est ravagé par un seigneur démon capable de manipuler l'espace-temps et Restart comprend trop tard que l'erreur n'est être pas sa prudence, mais le choix divin lui-même. Le nom de l'anime, c'est Cautious Hero. Numéro 5. Yuji s'endort devant son ordinateur, épuisé par un rythme de travail inhumain. Lorsqu'il se réveille dans une prairie inconnue, aucune divinité ne l'accueille, aucun message ne lui explique son rôle. Sa présence dans ce monde est un bug métaphysique, un transfert non autorisé. Il rencontre immédiatement des slimes, des créatures dédaignées par les habitants, car considérées comme faibles et inutiles. Pourtant, un phénomène étrange se produit. Les slimes commencent à copier ses connaissances, ses souvenirs, ses compétences, comme un réseau partagé. Un écosystème se construit autour de lui, comme si la réalité reconnaissait Yuji comme un noyau d'équilibre. En exploitant ses facultés de dompteur et de mage, il devient l'origine involontaire d'une révolution biologique. Les slimes évoluent, mémorisent, imitent et développent des capacités inédites. Au fil de son exploration, Yuji découvre que certaines créatures sont attirées par lui comme si une force invisible modifiait leur instinct. Les sages locaux réalisent trop tard que cet homme représente un phénomène unique. Une réaction en chaîne qui pourrait restructurer l'ordre magique du continent si personne ne l'arrête. Le nom de l'anime, c'est My Isekai Life. Numéro 4, un groupe de jeunes se réveille dans une salle obscure où seule une porte guidée par une lumière lointaine leur indique une sortie. Aucun ne sait qui il est vraiment, ni d'où il vient. Leurs souvenirs sont effacés, leurs émotions désorientées, leurs identités brisées. Lorsqu'ils sortent, ils découvrent un monde où les guildes recrutent des inconnus comme soldats de première ligne pour combattre des monstres. Ils ne sont pas des héros, ils sont des déchets du système. Peut être des invocations ratées ou des appelés dont le rituel a échoué. Leur arrivée n'a aucune importance pour ce monde brutal où les gobelins sont capables de tuer un humain en quelques secondes. Ils doivent apprendre à survivre, non pas parce qu'ils sont destinés à devenir légendaires, mais parce que l'alternative est la famine ou la mort. L'isekai devient un récit viscéral où la peur, la douleur, le deuil et la lenteur de l'apprentissage sont les seules vérités. Ici, tuer est un traumatisme et vivre un miracle. Le nom de l'anime, c'est Grimgar, Ashes and Illusions. Numéro 3, Sota, un lycéen ordinaire passionné par l'art, regarde un anime lorsqu'un phénomène impossible se produit. Une fissure lumineuse s'ouvre et la protagoniste de l'œuvre apparaît dans sa chambre, armée, confuse, incapable de comprendre pourquoi son monde l'a expulsée. Peu à peu, d'autres personnages issus d'univers différents, fantasy, science-fiction
Mecha, Magical Girl parviennent à traverser la frontière vers la réalité. Leur arrivée crée un chaos politique, scientifique et militaire, car chaque personnage possède une logique narrative liée à son monde d'origine. L'origine du phénomène est liée à une entité tragique, une création qui a découvert sa propre souffrance et veut éliminer son auteur pour effacer son destin. L'isekai devient ici un choc conceptuel où la fiction envahit la réalité, où le créateur n'est plus maître de son histoire et où chaque personnage remet en question son rôle, sa morale et son existence même. Le nom de l'anime, c'est Recreator. Numéro 2. Lors de la chute imminente de son empire, le roi démon ouvre un portail dimensionnel pour fuir l'héroïne Emilia. Le rituel est instable et les projette brutalement au cœur de Tokyo. Leur magie disparaît presque totalement dès leur arrivée, comme si ce monde rejetait tout pouvoir surnaturel. Ils se retrouvent piégés dans un environnement basé sur l'économie, la technologie et la communication humaine. Pour survivre, Mahou doit travailler dans un fast-food, gravissant les échelons non pas grâce à la magie, mais par discipline et stratégie. Mais bientôt, les premières fluctuations interdimensionnelles apparaissent, prouvant que leur arrivée n'était pas un accident. D'autres entités traversent le portail, transformant Tokyo en champ de bataille silencieux où chaque combat doit rester invisible. L'isekai devient une satire sur l'adaptation, la survie et la reconfiguration des rapports de pouvoir. Le nom de l'anime, c'est The Devil is a Part-Timer. Numéro 1. Makoto est invoqué pour devenir le héros d'un monde en crise. Mais quand il arrive dans le domaine de la déesse locale, celle-ci rejette immédiatement son apparence, le jugeant indigne d'être vu par les humains. Elle le bannit dans la zone désertée du monde, un endroit où même les dragons anciens se tiennent à distance. Catapulté dans un territoire où les lois magiques sont déformées par la présence de monstres colossaux, Makoto se retrouve face à Tomoe, une araignée légendaire, puis à un dragon supérieur. Leur affrontement crée une brèche dimensionnelle visible depuis toute la région. Ce n'est que, après avoir survécu à ces deux entités, qu'il découvre la vérité. Ce monde repose sur une hiérarchie divine arbitraire et son bannissement a involontairement déclenché une réaction d'équilibre cosmique. En devenant l'allié de créatures considérées comme inférieures, Makoto forme un nouveau territoire autonome, une nation alternative. L'isekai devient une réflexion sur le rejet, la reconstruction et la puissance d'un héros né hors du système. Le nom de l'anime, c'est Tsukimichi, Moonlit Fantasy.